et fiabilité est manifestement un sujet qui n'est pas très passionnant. La preuve, c'est qu'on n'est pas forcément nombreux aujourd'hui et pourtant on va voir que c'est quelque chose d'indispensable, quelque chose de stratégique. Et alors Guy me rejoint rapidement, il était un petit peu en retard. Voilà, il fallait bien qu'il fasse de l'animation supplémentaire aujourd'hui. Donc, sujet crucial pourtant, et voilà. Est-ce à dire que le digital l'emporte aujourd'hui sur un certain nombre de choses? Donc, c'est ce que l'on va voir maintenant. Alors, au sommaire, on va rappeler le contexte. On va rentrer dans quel type de données, bien sûr, on peut traiter, quel type de données on travaille. On va parler, bien sûr, de qualité de fiabilisation et d'enrichissement de data. Et puis, on parlera de solutions et on parlera de questions-réponses d'ici cette petite demi-heure. Alors, un contexte bien évidemment digital, nous sommes omniconnectés, on est dans un monde où tout passe nécessairement par l'informatique, par le travail sur la data, et ça nous amène justement du big data, une masse d'informations importante que l'on doit gérer pour avoir cette connaissance du client qui est vraiment stratégique dans un contexte de marketing prédictif, dans un contexte où l'on va anticiper sur ces opérations et bien évidemment tout ça impacte le système d'information marketing que l'on va maintenant un tout petit peu détailler puisqu'on gère à la fois des données structurées, des données que je dirais historiques avec différents silos d'informations qui ne permettent pas toujours d'avoir une vision d'ailleurs stratégique et unique du client, une vision de 360 degrés, c'est les ventes, c'est le marketing, c'est tout ce qui est par le web, les ERP au système après-vente par exemple, d'où la constitution d'un référentiel client unique. Donc tout ça pour l'aspect données structurées, et puis de l'autre, on a l'aspect données non structurées qui nous viennent principalement du web, où on va même analyser des emails, du verbatim, des images, du PDF, enfin un certain nombre des vidéos même, donc des données qu'on va mettre dans ce qu'on appelle un data lake. Un data lake est complémentaire du référentiel client unique, lui s'occupant des données structurées, le data lake des données non structurées. Et entre les deux, on va avoir voilà, le CRM qui va communiquer avec une data management platform qui va gérer donc les audiences qu'on retrouve sur le web et puis le DSP qui va permettre d'acheter des audiences et donc les publicités en ligne. Donc tous ces systèmes d'information vont coexister, vont interopérer entre eux, ils vont s'échanger de l'information pour pouvoir gérer donc cette connaissance client, gérer l'information, gérer les décisions, gérer les différentes actions. Alors, quel type de données est-ce qu'on rencontre dans ces bases qu'on doit gérer dans un système d'information marketing? Bien sûr, on va gérer de la donnée sociodémographique, c'est celle sur laquelle on va s'appesantir aujourd'hui, mais dans ces... alors, sociodémographique, c'est l'identification, si la signalétique, c'est la qualification du potentiel de l'entreprise, hein, notamment dans un foyer où pour un individu, c'est son âge, c'est un certain nombre d'informations sur les CSP, sur le nombre d'enfants par exemple, dans l'entreprise. Voilà, Guy nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Guy. Bonjour Thierry. Merci d'être parmi nous et tu m'aideras à répondre aux différentes questions que nous aurons tout à l'heure, mais entre-temps, j'aurai le plaisir aussi de t'interroger, donc tu peux réviser sur les différents aspects techniques. C'est ce que je vais faire. Voilà. Les aspects transactionnels, donc les commandes, toute la partie comportementale, donc en termes d'achat vis-à-vis de notre entreprise, vis-à-vis de nos produits et nos services, le comportement par rapport aux produits et les services, donc l'expérience utilisateur, des usages également, donc la personnalité de style de vie. Alors tout ça à l'international, bien sûr, ça va varier d'une cible à une autre, mais on va collecter le même type d'informations. Les attitudes psychologiques, les situations d'achat, voire des données exogènes, comme par exemple la météo. Alors ça, ce sont des données qui peuvent être bien évidemment très locales, mais on va collecter à l'international le même type de données qu'on a l'habitude de collecter dans son pays local, que ce soit ici ou par exemple au Maroc, puisque je sais qu'il y a des Marocains que je salue dans la salle. Alors,
L'identification client, on l'a fait de façon différente selon que l'on est offline ou que l'on est online. Alors offline, bien sûr, alors je parle d'individus ou de société, on a bien évidemment des informations traditionnelles comme le nom, le prénom, bien sûr, la raison sociale, l'adresse géographique et postale, le téléphone, l'email, le SIRET, le numéro de sécurité sociale pour dans certains pays, par exemple, je pense à la Suède, mais on n'a pas le droit de l'utiliser dans un grand nombre de pays, donc qui permettent d'identifier précisément un client, un consommateur ou un prospect. Et puis, online, on va parler plutôt d'audience ici. On a le cookie, voire l'identifiant du terminal, voire une adresse IP, mais le cookie, bien sûr, c'est pas un gâteau, Guy, c'est ce petit fichier informatique que les sites web déposent via votre navigateur sur votre disque dur lorsque vous les visitez. Et donc, un identifiant du terminal, ce qui va permettre, via le cookie que l'on dépose et l'identifiant du terminal, d'ailleurs, de vous identifier dans des cibles. Alors, l'audience est anonyme, contrairement aux cibles qu'on peut gérer en offline, où là, on a des cibles nominatives, donc des populations nominatives, alors que l'audience, eh bien, on est dans un certain anonymat, puisqu'il n'y a pas forcément de données de type nom, prénom de collecter, voire même pas forcément d'adresse email, mais grâce aux cookies, grâce aux identifiants de terminaux, eh bien, on va pouvoir pister une personne entre son terminal mobile et son terminal ordinateur. Alors, normalisation, fiabilité, on fait ici cette distinction, Guy, parce que la normalisation de la data, c'est la rendre homogène. C'est lui permettre d'être en adéquation avec la norme du pays. Voilà, avec la norme du pays. Si je bouge, je suis plus en face. Est-ce que vous entendez bien Guy là? Parce que on vous laisse répondre. J'ai une voix naturellement plus forte que la sienne. Oui, ça va. Merci Thomas. Merci Thomas. Donc en fait, c'est rendre l'adresse en adéquation avec la norme postale du pays. Alors, on parlait là ici d'adresse, mais d'une façon plus générale, on va homogénéiser pour que les choses soient comparables. Absolument. Et les harmoniser. Plus facile que la même information, soit qu'il est plus facile de rapprocher une information qui sera exprimée de la même façon, que même si les outils aujourd'hui permettent d'accepter un certain nombre d'écarts, la qualité du rapprochement sera d'autant meilleure que la même information sera présentée de la même façon. On pourra exploiter ces données. Alors, je me souviens d'une fois où on a rencontré dans un fichier client une information qu'on pourrait penser de type relativement classique, puisqu'il s'agissait d'une date. Elle était exprimée sous une multitude de formats différents, mais un nombre qui dépassait la dizaine. Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver autant de formats de dates disponibles. Je crois qu'on était à plus de 20 formats disponibles pour un champ date, ce qui était assez déroutant dans un même fichier. Et donc, vous comprenez bien, lorsqu'on a besoin de traiter cette information, si elle n'est pas au même format, on a quelques difficultés. Fiabilité maintenant d'une base de clients, et ici on a mis quelques éléments sur des bases françaises. Pourquoi? Parce que une information ça vit, une information ça bouge, c'est vivant et ça meurt, ça se crée, etc. Et on a des informations. Alors ici on a mis quelques informations concernant la France, mais on se retrouve avec des informations similaires dans des pays différents. Les chiffres peuvent bien évidemment varier. Mais par exemple, en France, le taux moyen de déménagement, c'est 12% par an à peu près. Alors ça varie selon les milieux urbains ou ruraux, parce qu'on peut monter à plus en milieu urbain et puis bien sûr à moins en milieu rural. Mais voilà, c'est une moyenne. 20% de mauvaise normalisation postale, là aussi, puisqu'on a des amis marocains dans la salle, on sait qu'au Maroc, ce taux de 20%, il est bien supérieur. Et on peut dire que dans d'autres pays qui ont moins l'habitude d'utiliser les normes postales, on va monter à plus. Oui, et puis il y a même certains pays où il n'y a pas de normes postales. Donc voilà. Donc effectivement, là, il y aura plus de difficultés. Les usages, on va revenir en détail sur ces aspects-là.
Donc 5 à 20% de doublons, là encore, c'est un taux moyen qu'on constate en France. Vous imaginez bien que selon les cultures de certains pays, on va trouver des taux de doublons beaucoup plus importants selon les cultures, selon les usages. 1 à 7% de PND. De plis non distribués. Voilà, plis non distribuables, hein, ou anciennement n'habitent pas à l'adresse indiquée, donc des gens qui ont déménagé ou qu'on n'arrive pas à joindre sur la délivrabilité d'un courrier ou d'un colis, par exemple. 32% d'informations B2B sont fausses un an après leur collecte. Là, effectivement, quand on a de l'information à caractère financier ou même de l'information sur la signalétique de l'entreprise, ses caractéristiques sociodémographiques, son effectif, la durée de vie d'une entreprise nouvellement créée. Voilà, par exemple, ça bouge très très rapidement. Pardon, excusez-moi. 20% de données d'une base de données clients-prospects sont inexploitables. Ça sont des informations à caractère B2B qu'on a trouvées sur le site altares.com, mais effectivement, les bases de données renferment un certain nombre d'informations qui ne sont pas exploitables, d'une part parce qu'elles ne sont pas forcément aux normes, elles ne sont pas normalisées, agrégées, homogénéisées, mais aussi parce qu'elles ne sont pas toujours fiables, et cette fiabilité, dans le temps, il y a des il y a des dates de péremption. Sur la donnée. Ce sont des données consommables. Voilà, ce sont des données consommables. Alors, on a retenu ces chiffres-là parce qu'ils sont quand même assez éloquents. Chaque heure en France, c'est 130 entreprises qui se créent, 30 sociétés qui sont en faillite, 90 sociétés qui cessent leur activité, 230 changements de coordonnées. Donc ça veut dire que les informations sont vraiment vivantes, hein, pour corroborer ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Et ça, c'est valable en France, mais c'est valable partout dans le monde, finalement, avec bien sûr des écarts qui peuvent varier d'un pays à l'autre. D'ailleurs, dans le monde, c'est 1 million de changements opérés chaque jour dans une base, dans la base Dun & Bradstreet, qui est une base internationale B2B. Voilà. Donc ces chiffres, on les a sur le B2B parce qu'ils sont relativement génériques, ils sont liés à l'activité même des entreprises, mais pour le particulier, l'individu, le foyer, ces informations sont également mouvantes. Alors tout ça pour vous dire que la qualité de données, c'est important parce que une étude montrait qu'il y a quelque temps, la perte pour les entreprises américaines est de 600 milliards de dollars par an du fait de cette non-qualité d'information. Alors, solution pour l'international. Les difficultés qu'on rencontre liées à l'international sont déjà liées à la langue, mais pas qu'à la langue. La façon dont cette langue va être transcrite, enfin va être écrite, puisqu'on arrive assez rapidement, tout le monde n'a pas un alphabet identique à celui qu'on connaît en France. Donc se pose la problématique du jeu de caractères, sa transcription en UTF-8. Voilà, c'est un petit peu technique. Voilà, en fait, c'est la façon dont les caractères vont être codés au niveau de la machine. Oui, parce que notamment, il y a des langues dans lesquelles il y a des caractères qu'on ne connaît pas. Il y a des idéogrammes, il y a des que ce soit les Marocains peuvent avoir un clavier qui leur permet de saisir aussi. Enfin, j'ai déjà vu un clavier qui permettait de saisir aussi bien en caractères, je ne sais pas d'ailleurs comment on les appelle, en caractère et en caractère latin, voilà. Un caractère latin. Alors, on a le même phénomène au Japon où il y a deux alphabets, enfin il y a trois alphabets si on considère l'alphabet latin, et puis il y a le kanji et j'ai oublié l'autre. Et voilà, on a aussi cette problématique bien évidemment en Asie. Et donc, il va falloir pouvoir comparer les choses comparables, sachant que bien souvent, les adresses internationales s'écrivent en anglais, ce qui facilite bien évidemment le routage et le portage des colis et des lisibilité. La lisibilité. Autre aspect, les règles et les normes vont varier bien évidemment d'un pays à un autre. Et comme pour la norme postale, il n'y a pas des règles dans tous les pays. Malheureusement, je ne sais pas si c'est mieux quand même de pouvoir structurer une information, et il n'y a pas des règles, il n'y a pas des normes dans tous les pays. Voilà, ça c'est une
une vraie problématique. On a nous aussi en France un organisme normatif qui s'appelle AFNOR. Voilà, il y a l'ISO à l'international qui favorise effectivement l'écriture de choses selon des règles communes, mais voilà, elles ne sont pas forcément appliquées dans tous les pays. Alors après, on va se centrer bien évidemment sur des pays où les échanges commerciaux sont plus fructueux que d'autres, et l'Europe, les États-Unis, etc. Mais voilà, les échanges sont différents d'un pays à l'autre en fonction de ses normes et usages. Et du coup, on a des référentiels ou pas. Et avec différents niveaux de profondeur. En profondeur, si on se réfère une nouvelle fois à l'adresse postale, on va avoir certains référentiels qui vont se limiter aux grandes villes dans certains pays. Puis on va avoir la couverture de l'ensemble des villes, puis les voies, puis en France, on peut descendre jusqu'au numéro dans la voie, voire même au complément de distribution. Alors c'est vrai que, puisque nous avons des amis marocains et qu'on connaît bien le Maroc, on a également, on le voit au Maroc, il y a quelques grandes villes au Maroc qui représentent 80% de la population. Il y a 5 grandes villes au Maroc qui représentent l'essentiel de la population, mais néanmoins, il y a quand même 32 000 douars qui sont donc des petits hameaux dans lesquels on n'a pas forcément de référentiel, et il n'y a pas forcément d'annuaire non plus, donc on n'a pas forcément les moyens techniques de se rapprocher pour valider de l'information. Les usages et les habitudes sont différents d'un pays à l'autre, notamment il y a quelques années, un grand groupe international m'avait dit on ne connaît pas en Turquie, les Turcs ne connaissent pas bien leurs codes postaux. Voilà. Pour avoir fait, Marocains non plus. Voilà. Pour avoir fait certains sondages sur les salons, puisque je suis régulièrement présent à Casablanca notamment, dans des salons, et poser la question au Maroc, c'est pas en Turquie. Et voilà, c'est au Maroc, oui, tout à fait. Mais tu venais de parler du Maroc, Guy, donc j'enchaîne sur le Maroc. Oui, un certain nombre de Marocains à Casa notamment, puisqu'à Casa, il y a plusieurs codes postaux, ne connaissent pas, comme on les a à Paris, Lyon, Marseille, on est pluridistribués dans ces villes-là, eh bien, ne connaissent pas le code postal. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'adresses postales et géographiques, on va revenir dessus, mais c'est important dans la partie d'identification et pour la délivrabilité, bien évidemment. Et puis un autre aspect important dans ce contexte de traitement de données internationales, c'est la législation. Cette législation qui évolue en Europe avec le nouveau règlement sur la protection des data. L'information est protégée de plus en plus sur la partie européenne, puisque les Européens sont très dans la législation, la réglementation, plus que les Américains, mais là aussi c'est très réglementé aux États-Unis. Au Maroc, on a également une loi sur la protection des données, un petit peu le pendant de la CNIL française, mais dans certains autres pays, eh bien, ce type d'information n'existe pas. Néanmoins, il faut en tenir compte parce que on a besoin, dans les bases de données, d'intégrer cet aspect législatif, que ce soit par exemple pour l'opt-in, pour l'opt-out, sur un certain nombre de médias, mais les usages, là encore, vont être liés aussi à la législation en vigueur dans les différents pays. Alors, on va examiner maintenant un certain nombre d'informations, comme le patronyme et la raison sociale, sur lequel on fait un certain nombre de traitements pour, encore une fois, les harmoniser, les normaliser et les valider. Alors, on parle souvent de TMP, Guy, titre, nom, prénom. Sachant que tous les pays ne disposent pas de ce type d'information. Par exemple, en Asie, il n'y a pas de prénom, je crois. Non, il n'y a pas de table de prénom comme nous, on a une table de prénom avec les saints, par exemple, aujourd'hui. Il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas de référentiel de prénom, puisque en Asie, effectivement, on peut appeler par des noms communs, comme une fleur, les enfants. Donc là, c'est très compliqué, en fait, d'analyser, sachant que même les patronymes, les noms de famille, ont également cette spécificité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des noms communs en nom de famille. Il est excessivement difficile de différencier le nom de famille du prénom. Voilà. Il y a aussi des petites remarques sur les titres qui peuvent avoir une importance accrue en fonction du pays, notamment pour illustrer ces propos, le titre docteur en Allemagne qui n'est pas limité comme quasi exclusivement en France à la médecine, même s'il existe des docteurs en physique,
C'est vrai qu'on n'a pas pour habitude de faire figurer sur sa carte, enfin sur son adresse, docteur quand on est docteur en physique nucléaire, par exemple. Ce titre n'apparaîtra que lorsqu'on est docteur en médecine. Alors qu'en Allemagne, l'usage veut que ce titre apparaisse systématiquement quand la personne a cette qualité. Alors, autre aspect qui nous pose souvent souci, c'est les prénoms composés, parce que on l'a déjà en France, mais on a l'habitude, nous, d'écrire avec un tiret d'union entre les deux prénoms composés, et lorsqu'on a des prestations, par exemple, qui permettent de reconstituer des adresses email ou de valider des adresses email, lorsqu'on a un prénom composé, est-ce qu'on va mettre les initiales avec simplement les initiales, ou est-ce qu'on met nom, prénom sans le trait d'union? Est-ce qu'on met ou pas ce trait? Voilà. Ça pose une vraie problématique. En Espagne, il y a beaucoup de traits d'union, il y a beaucoup de prénoms composés et de noms composés également, parce que on accole le nom de madame de jeune fille à celui de monsieur, et donc on peut se retrouver avec 4 ou 5 mots finalement dans le TMP, en plus de la civilité, ce qui fait que là, ça devient... Il n'y a pas de raison qu'un des mots composant le nom ne soit pas un prénom. Ce qui est encore plus compliqué, l'identification des différents composants. On a aussi, Guy, des déclinaisons. Oui, en Russie et en Grèce, le nom de famille va être différent en fonction du fait que le mari et la femme n'auront pas rigoureusement le même nom de famille, puisqu'il y a une déclinaison qui tient compte du genre. Voilà, du genre féminin masculin à la fin du nom de famille, et ce qui fait que, par exemple, pour le dédoublonnage, eh bien, il va falloir ne pas tenir compte des derniers caractères éventuellement pour pouvoir rapprocher un foyer. Pour ceux qui s'intéressent au tennis et qui ont un certain âge, il y a quelques années, il y avait Safine et sa sœur s'appelait Safina. Voilà. Alors, les sigles et les désignations pour les entreprises, là, abréviation de raison sociale, on retrouve ça de façon un petit peu internationale d'ailleurs. Les formes juridiques sont exprimées sous forme de sigles également. Voilà, donc tout ça complexifie bien évidemment et nécessite que l'on ait pays par pays des tables qui permettent d'avoir des thésaurus de ce qu'on peut rencontrer en type de sigle pour pouvoir, lorsqu'on va normaliser l'information, les extraire ou les ajouter. Alors, adresse postale et géographique, Guy, on fait cette distinction entre le géographique et le postal? Oui, mais à chaque fois je mélange les deux parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Donc le postal, c'est l'adresse qui est utilisée à des fins d'envoi de courrier. Voilà. Enfin, je vais y arriver un jour. Et géographique, c'est une adresse qu'on utilise plus davantage pour géolocaliser, affecter des coordonnées XY. C'est ça. Donc l'adresse postale est en général plus précise puisqu'elle va au niveau de la boîte aux lettres, elle va au niveau de l'étage du bâtiment, l'adresse géographique étant utilisée plus facilement sur un GPS pour se rendre à un endroit donné. Donc on reste au niveau de la voie, alors que dans l'adresse postale, on va rentrer au niveau de la résidence, de la tour, du bâtiment, etc. Et des notions qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement à l'international, notamment en Europe, où la structure de l'adresse est relativement similaire à ce qu'on peut rencontrer dans des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, par exemple. Alors, aujourd'hui, chez Amabis, on propose avec un seul et même service de traiter 249 pays et territoires avec un seul et même service, parce que effectivement, cette difficulté, c'est qu'on ne va pas pouvoir travailler si on est sur 10, 15, 20, 30 pays avec des acteurs locaux partout. Ça peut être complexe, surtout lorsqu'on n'a pas un volume de données suffisant et que ces données sont hébergées, par exemple, ici en France. Oui. Voilà. Le coût, en fait, si, c'est peut-être ça que tu veux, que tu veux me faire dire. Il s'avère que lorsqu'on veut traiter une adresse étrangère, que le coût des référentiels devient prohibitif. En fait, il faut établir un lien entre le nombre d'adresses par pays et le coût du référentiel. Voilà. Donc, d'où l'idée d'avoir une solution centralisée, consommable, sans avoir besoin en s'affranchissant du coût des référentiels. Donc, c'est ce que vous propose Amabis. Voilà. Ce que tu voulais que je dise. Voilà, excellente réponse, merci Guy. Effectivement, on a souvent dans ces bases françaises
60, 70, 80% d'adresses françaises et puis le reste à l'international, et c'est forcément mélangé sur plusieurs types de pays. Voilà, donc ça ne justifie pas forcément d'avoir à faire appel à des acteurs locaux. Et donc ces référentiels ici, chez Amabis, ils sont de deux natures. On a des référentiels locaux parce qu'on travaille directement avec le pays concerné, la poste du pays concerné, voire même au Maroc, on a construit le référentiel parce que le référentiel existant était vraiment trop pauvre, et on l'a complété avec des équipes sur place qui valident les adresses et qui vont même jusqu'à se déplacer dans les endroits pour les compléter et les valider. Et puis, les référentiels de l'Union postale universelle qui agrègent là aussi un certain nombre de postes adhérentes. Voilà, les postes adhérentes, et qui leur fournissent régulièrement ces informations. Alors, on remontre ici une adresse de type française structurée, et puis on a mis quelques illustrations internationales qui restent, voilà, ici une adresse sur l'Italie, où on voit qu'on a la via, donc la voie Ettore Ferrari, où le numéro se met à la fin, hein. Contrairement à la France, on va mettre le numéro, et puis on voit que derrière le code postal, qui lui aussi est à 5 positions, 5 chiffres, on a la région derrière, hein. C'est une subtilité en Italie. Voilà. Sur l'Espagne, la voie le numéro dans la voie se met également à la fin. Et on a quand même une structure identique, la voie, le code postal, la commune. Voilà, on reste quand même sur des éléments qui sont proches. Avec on a bien une notion de type de voie, de libellé de voie, de numéro. Donc on est quand même sur des notions proches qui s'expriment évidemment dans la langue du pays, mais on reste sur un ensemble qui très proche. Alors, une adresse à l'international doit s'écrire soit en anglais, il y a 3 langues de mémoire, soit en anglais, soit en français. Quand tu es en France. Oui. Non, mais même de façon internationale, soit dans le français est la langue diplomatique, mais je crains que ce soit tombé en désuétude. Voilà. Je sens que tu avais un dernier exemple. Oui, sur le Canada, avec là une adresse un tout petit peu différente, puisque le numéro là se retrouve bien devant la voie, mais là le code postal est d'une structure différente et se trouve après la localité. Et on peut supposer que QC c'est pour Québec. Voilà, c'est la province aussi. Alors, le dédoublonnage, maintenant, une fois qu'on a parlé de normalisation de données sur le titre, nom, prénom et sur l'adresse postale, on a soit un dédoublonnage sur l'ensemble de ces informations-là, mais à l'intérieur de tout ça, bien sûr, il y a un grand phénomène. On va se retrouver confronté à peu près au même problème que ce qu'on avait pour traiter l'adresse et la confronter au référentiel. Tout ce qui va être problème de langue, de phonétisation, de comparaison de chaîne de caractères, qui va dans comparaison dans laquelle il va falloir intégrer une notion propre à chaque pays ou à chaque langue. Voilà, à chaque langue, c'est ce qui complexifie. En plus, il y a des problèmes, tout à l'heure on parlait des problèmes de jeu de caractères, le double S en allemand, avec 2 S en caractère latin, par exemple. On peut être également amené à établir des correspondances, puisque 2 S en allemand peuvent non pas avoir été traduits, mais peuvent avoir été écrits. Par exemple, le S7 peut avoir été écrit avec 2 S. Voilà, de correspondance. Alors, on a fait un certain travail avec une université parisienne sur ces aspects-là, qui nous a permis, avec des outils d'analyse linguistique, de pouvoir créer des thésaurus, de pouvoir créer ces tables de correspondance pays par pays, voire même de coder d'ailleurs des usages pour pouvoir analyser de façon plus précise les adresses. D'ailleurs, un algorithme qui est utilisé au Maroc par nos équipes à Casablanca.
Alors l'email, sur l'email, on va avoir là ici des aspects internationaux un petit peu plus fluides puisque ça répond à des normes et à des critères qui sont beaucoup plus universels puisque voilà, on a la structure de l'information est la même pour tout le monde et ça c'est quand même un petit peu plus simple pour nous. Alors, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a quand même une validation à 3 niveaux qu'on peut faire. Ce qui est valable quel que soit le pays, donc effectivement, j'aurais mis déjà un contrôle syntaxique. Oui. On va s'assurer que l'adresse que l'email est syntaxiquement correct. Puis, on va s'attacher à vérifier que le nom de domaine est référencé, que derrière ce nom de domaine, il y a bien un serveur de messagerie. Voilà. Et on va s'intéresser après à la partie gauche, au user, donc en sollicitant la bienveillance du serveur de messagerie et en espérant qu'il accepte de nous répondre, ce qui est de moins en moins souvent le cas, mais ce qui n'est pas une problématique à ma vie, c'est une problématique pour tous ceux qui... Oui, international en fait. Les réponses qu'on fait par rapport à ce qu'on appelle le user, c'est-à-dire la partie gauche avant l'arrobase, elle est dépendante du paramétrage du serveur, donc il va répondre ou pas. S'il répond que l'utilisateur n'est pas là, a priori, on a des chances on a 100% de chance d'avoir une bonne réponse. Par contre, s'il ne répond pas, un doute subsiste. Nous sommes dans l'expectative. C'est pour ça qu'on a également des fichiers de référentiel de Hardboons, parce que travaillant avec des routeurs, on peut avoir ce type de référentiel qui va nous permettre en amont d'un routage, pour garantir la délivrabilité de l'adresse IP sur ces routages, et bien d'avoir ces référentiels qui, eux, effectivement, là aussi, peuvent être internationaux. On utilise le fichier repousseur. Voilà. Alors, dans les aspects enrichissement, on a cette capacité en B2B aujourd'hui d'avoir une solution qui permet finalement d'aller chercher des informations au travers du net et des réseaux sociaux, par exemple. Donc, d'acquérir en ligne via ces réseaux sociaux, imaginons qu'on cible des populations de direction marketing, par exemple. On va pouvoir récupérer les noms, prénoms et grâce à un référentiel de règles de nommage, on va pouvoir reconstituer l'adresse email. Alors, avec les problématiques que j'évoquais tout à l'heure pour les noms, prénoms composés, qui là posent souci, et en particulier, j'évoquais l'Espagne tout à l'heure, mais voilà. Donc, on a des tables de règles de nommage, pays par pays, et enfin, pays par pays. Société là aussi, société. Voilà, société par société surtout, et on va avoir donc cette capacité à recréer des adresses email. C'est plus compliqué sur le particulier parce que là, il n'y a pas de règle de nommage en termes d'enrichissement et on ne rencontre pas beaucoup aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de demandes sur l'achat ou l'enrichissement plutôt d'adresses email à l'étranger. La validation téléphone, là aussi, on va faire une distinction entre le fixe et le mobile, sachant qu'il y a des règles ici techniques qui font qu'il y a un certain nommage, enfin certaines règles de normalisation sur les téléphones. On va travailler de deux façons, l'une avec des annuaires. On travaille avec essentiellement aujourd'hui des annuaires à caractère européen qui vont nous permettre de valider des numéros. Ça, c'est pour la partie fixe essentiellement. Et sur la partie mobile, on travaille avec des aspects techniques puisque là, via des opérateurs, on va pouvoir valider l'existence et le fait qu'un numéro est actif, s'il y a bien un abonné au bout du fil, voire même qu'il est connecté sur 190 pays, parce que là, la connexion étant digitale, on a cette information. La législation est différente d'un pays à un autre, et notamment l'annuaire inverse est interdit sur des pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, les Pays-Bas, peut-être prochainement en France. L'inverse, c'est la capacité à partir d'un numéro de téléphone de récupérer les coordonnées de l'abonné. Oui, merci de le préciser, Guy. Ça permet effectivement d'éviter une saisie. Donc, vous rentrez votre numéro de téléphone et si vous êtes dans l'annuaire, ça monte automatiquement les informations, ce qui fiabilise et permet de fluidifier une saisie, de faire gagner du temps, donc éventuellement d'augmenter le taux de transformation sur un formulaire. Alors, des enrichissements de données.
L'offre n'est pas pléthorique, on parle d'enrichissement ici, c'est-à-dire que vous souhaitez enrichir vos données à l'international et valider que sur les prospects que vous avez à l'international, vous puissiez enrichir des choses qu'on fait aujourd'hui en France. Alors on a mis les choses qu'on fait aujourd'hui en France et on doit dire qu'à l'international, l'offre est très pauvre sur le sujet. Ici, on pourrait dire, tiens voilà, j'ai ce type de prospect, qu'est-ce que tu peux m'apporter comme information supplémentaire en termes de clients? Eh bien, on peut mettre les tranches d'âge, on peut mettre un nombre d'enfants, on peut mettre un statut, un type d'habitation, des choses qui sont rapportées au quartier. Toutes ces choses-là, on ne les a pas forcément à l'international. En B2B, on a aussi des informations disponibles là d'une façon un peu plus simple parce qu'il y a quelques grands annuaires de structures B2B. Voilà, donc on a cette capacité à faire cet enrichissement B2B. On a remis les informations qu'on peut trouver classiquement sur des sociétés. Alors, quelques mots sur Amabis avant de faire un dernier petit sondage et puis de vous laisser nous poser vos questions. Donc, Amabis, expert en data management. On a une approche globale, transversale dans l'entreprise, puisqu'on intervient aussi bien sur la partie organisationnelle, c'est-à-dire les processus, que sur la partie humaine, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir, bien évidemment, et puis la partie technologique. Selon 3 types de métiers, le marketing, le commercial, le système d'information et l'aspect législatif qui prend de plus en plus de part dans nos métiers, compte tenu de ces évolutions européennes en particulier, mais internationales. On a un métier de conseil, d'éditeur et d'intégrateur sur la partie data quality, puisque là on est sur tous les fronts. Et puis sur la partie RCU, référentiel client unique, la partie CRM, la partie business intelligence et la partie marketing automation. Voilà. On intervient sur tous les secteurs d'activité, puisque tous les secteurs d'activité sont concernés par cette gestion de data au niveau client prospect, hein, que ce soit dans le domaine de l'administration avec Pôle emploi par exemple, hein, que ce soit bien sûr dans le domaine du retail ou dans le domaine de la banque et de l'assurance. Transport, énergie. Voilà, transport, énergie. Alors, un dernier petit sondage que vous aviez vu tout à l'heure en exclusivité parce que j'avais fait, voilà. Quels sont vos besoins? Voilà, j'agrandis le... Quels sont vos besoins en termes aujourd'hui à l'international de qualité de données, donc validation d'adresse postale, validation de téléphone. On va répondre ensuite à vos enrichissements B2C. Oui, l'offre est pauvre un petit peu, mais voilà, validation email. Alors, je vais laisser le sondage en ligne et puis on a déjà débordé un tout petit peu de quelques minutes. Guy, on va poser à nos quelques interlocuteurs dans la salle. Ici, on va vous poser la question, enfin, quelles questions avez-vous? Validation de téléphone mobile, d'accord, très bien. Validation de téléphone fixe. Pas de questions dans la salle. Alors, je vais vous préciser que nous serons présents, je serai présent le 8 décembre prochain pour un webinaire sur l'épisode 2 de notre saga transformation digitale. Donc, dans cette saga, l'épisode 2, c'est le mode projet. Donc, on détaillera en un quart d'heure les grands points de ce mode projet et puis on répondra bien évidemment à vos questions. C'est le 8 décembre. Donc, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la chaîne de webinaire Amabis et puis vous pouvez vous inscrire tout de suite et vous allez retrouver, je ne l'ai pas précisé, le diaporama dans quelques instants. Lorsque j'aurai conclu ce webinaire, je le mettrai en ligne. Vous pourrez télécharger donc le diaporama de cette présentation. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie de votre participation. Je vous donne rendez-vous le 8 décembre. Merci Guy. Merci Thierry. Voilà, bonne fin de journée. Merci d'avoir répondu à ce sondage et puis donc à très vite sur la chaîne Amabis. Merci. Au revoir. Au revoir.